Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la dernière fois cette saison avec notre émission VooZoom consacrée à la Première Ligue. C'est un VooZoom spécial bilan puisque évidemment tous les résultats sont tombés. On connaît le champion, les qualifiés pour l'Europe et les descendants. Donc on va faire le bilan de tout cela avec Jean-François Remy. Bonjour Jean-François. Bonjour Serge, bonjour tout le monde. Avec Philippe Damant. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Et Christian Skakels qui représente Vision du jeu. Et on va utiliser le slogan de Vision du jeu pour cette émission puisque on va parler de cette Première Ligue, de cette saison avec les faits marquants de la saison. Et on va commencer, Christian, par le bilan général de cette saison 2020-2021, marqué évidemment par le Covid, avec des spectateurs seulement sur la dernière journée ou sur les deux dernières journées. Donc, est-ce que ça a influencé les résultats? Et on pense évidemment surtout aux victoires en déplacement. 1024 buts marqués cette saison avec Harry Kane qui domine le classement des buteurs et des passeurs. Donc c'est une performance exceptionnelle. Et voilà, c'est surtout la deuxième ligne sur la partie de droite qu'il faut regarder. C'est-à-dire 40% des matchs qui se sont terminés par des victoires en déplacement. C'est quelque chose d'exceptionnel. On va le voir plus tard. Pourquoi? Alors 2,69 buts de moyenne. C'est quand même plutôt une bonne moyenne avec ce chiffre-là, mais c'est un petit peu moins que la saison dernière quand même, Christian. J'ai comparé avec ce qui s'est passé l'année dernière pour voir exactement l'influence de cette saison et de la particularité. La saison passée, c'était aussi le meilleur buteur, c'était Jamie Vardy avec 23 buts. Par contre, le meilleur donneur d'assist était Kevin De Bruyne avec 20 passes décisives, ce qui est quand même beaucoup plus que Harry Kane. On avait marqué 10 buts en plus la saison passée que cette saison. Et par contre, on avait 27 victoires à domicile de plus. Et surtout, vous le voyez en rouge, 35 victoires en déplacement de moins que cette saison. Donc, on est à 9% de moins dans l'ensemble de la saison, ce qui est quelque chose d'un peu plus normal, même si on sait qu'il y a quand même une partie des matchs qui se sont disputés après cette mini trêve. Mais en tout cas, c'est vraiment une grosse différence par rapport à l'année passée. Alors, il y a deux choses qui me marquent évidemment, c'est le nombre de victoires en déplacement avec une saison sans public et ça a évidemment influencé les résultats, même s'il y avait déjà eu une dizaine de matchs sans public la saison dernière. Et puis aussi Harry Kane qui termine meilleur buteur et meilleur passeur. Le seul à l'avoir fait avant, c'était Thierry Henry. Donc on sait qu'il y a plusieurs prix de meilleurs joueurs de la saison d'Angleterre et le premier par les journalistes a été donné au défenseur de City, Ruben Dias. Mais est-ce que pour vous, Harry Kane mérite le titre de joueur de la saison parce que au niveau des chiffres, c'est quand même très impressionnant. Je ne sais pas s'il sera le meilleur joueur de la saison, mais il sera le plus convoité en tout cas, puisque beaucoup de clubs on rêverait de pouvoir le faire venir. Et il faut signaler que Tottenham et Daniel Levy voudraient aussi surtout le garder. Oui, bien sûr. Ça dépendra, je pense, de l'entraîneur qui va signer à Tottenham. Non, ce qui est impressionnant au-delà de ça, c'est qu'il termine meilleur buteur, meilleur passeur, en ayant eu des périodes de blessures aussi. Donc, c'est réellement un attaquant qui se fond au collectif. Moi, ce que j'apprécie particulièrement dans le profil de ce joueur, c'est sa capacité à marquer, bien évidemment, mais c'est sa capacité à bonifier ceux qui jouent avec lui en ligne d'attaque. Et je pense que ça, c'est la marque des très grands joueurs, et tout en n'étant pas un joueur très spectaculaire non plus. C'est-à-dire mais il a cette intelligence de jeu. Je pense que c'est ça qui le caractérise. C'est l'intelligence de ses déplacements, c'est l'intelligence comment je dis, pour exploiter l'espace et pour lui ou pour ses partenaires. Avec de grosses performances dans un club qui a quand même été en crise pendant une grosse partie de la saison. C'est encore plus impressionnant, Philippe. Oui, mais je crois qu'il y a deux arguments qui plaident dans sa faveur pour qu'il soit nommé meilleur joueur de la saison. Le fait qu'il a développé cette capacité d'assist qu'on lui connaissait, mais pas dans des proportions pareilles. Ça, c'est quand même tout à fait nouveau pour un attaquant. La deuxième raison, c'est qu'il va être l'attaquant de pointe de l'équipe d'Angleterre pour l'Euro. Donc j'imagine qu'en Angleterre, on voudra le mettre dans les meilleures conditions mentales possibles. Par contre, la notion de MVP est quand même celle qui est d'un joueur qui apporte le plus à son équipe. Or, Tottenham a fait une saison quasi catastrophique. C'est un peu le paradoxe d'un joueur aussi efficace, aussi bon et aussi agréable à voir jouer, et une équipe qui est en train de s'enfoncer dans des marécages, on ne sait pas où elles font. Ok, Christian, on va parler de cette saison à l'épreuve des faits marquants et on va évidemment commencer par le champion, Manchester City. On a parlé beaucoup évidemment des Citizens durant toute la saison avec un début raté, complètement raté, un début de championnat. C'était d'ailleurs le pire début de championnat de l'histoire
de Pep Guardiola, le manager. Mais par contre, il y a eu un moment clé dans la saison et à partir de ce moment clé, les choses se sont améliorées, Christian. On a dû attendre les 8 premiers matchs qui étaient catastrophiques. Et alors, je crois que c'est juste après le 7e qu'il a re-signé, qu'il a prolongé. Il a encore eu une défaite derrière. Ouais, mais après, je peux vous donner les dates. C'était le 19 novembre qu'il prolonge et effectivement, le 21 novembre, il est encore battu par Tottenham et il a dit dans une interview qu'il avait vraiment douté ce soir-là, mais que derrière, l'équipe avait vraiment bien répondu. Elle avait d'ailleurs commencé cette série de 21 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Je vous laisse continuer, Christian. Oui, c'était contre Burnley, je crois. Et voilà, donc le bilan des 8 premiers matchs, c'est 12 points sur 24. C'est 50% des points, ce qui, à ce moment-là de la saison, on ne pouvait à aucun moment pouvoir prédire que cette équipe serait champion aussi facilement. Il y avait que 11 buts marqués après 8 matchs. C'était la 14e attaque de Premier League, sachant quand même qu'ils ont marqué 83 buts à la fin de la saison et qu'ils étaient la meilleure attaque. Et puis surtout, on le voit sur la partie droite de l'infographie, que voilà, qu'en termes de bilan et de variété et d'efficacité, c'était mauvais dans tous les domaines, à part sur penalty, où là, c'était au-dessus de la moyenne, mais tout le reste était vraiment, on attendait beaucoup plus offensivement de cette équipe. Alors Jean-François, est-ce que une prolongation de contrat d'un manager qui n'était pas spécialement menacé, c'est quand même Pep Guardiola, peut avoir un tel effet sur les résultats d'une équipe? Peut-être tout simplement parce que dans le cycle, les joueurs se disent, on est reparti avec lui, donc là, il faut se reconcentrer, Voilà, on a quand même vécu une saison un peu particulière du côté de City, parce que j'entends bien que évidemment, ils sont champions d'Angleterre, ils sont premiers partout, ils sont les meilleurs à domicile, à l'extérieur. Au général, ils ont la meilleure attaque, etc. Enfin bon. Et en même temps, je sais pas, je reste sur ma faim. Alors j'ai en mémoire encore évidemment l'apothéose qui a été quand même aussi la finale de Ligue des Champions contre Chelsea, club anglais. Donc on peut faire petite comparaison et se dire que je sais pas, c'est une équipe qui me laisse toujours une impression un peu mitigée à la fin, c'est-à-dire malgré les 3 championnats gagnés sur les 4 dernières saisons. Absolument, non, mais je les trouve formidables. Mais j'ai toujours l'impression que quand ça se joue sur un match, quand il faut se transcender sur un événement, quand il faut être efficace il manque un petit quelque chose. Donc voilà, je sais pas trop. Ça, c'est plutôt l'impression laissée par la finale de Ligue des Champions. Oui, mais je pouvais pas ne pas en parler. C'est impossible concernant City de ne pas parler de ces finales de Ligue des Champions parce qu'ils se sont montrés quand même en grosse difficulté. Et puis, quand on parle de Guardiola, je suis à la fois séduit, j'adore, et en même temps, je suis perplexe. C'est-à-dire, j'ai l'impression que, à force de vouloir chercher des nouveaux schémas et des nouvelles, alors quand c'est les faits qui vous les imposent parce que il y a vos attaquants qui sont blessés, je peux comprendre. Mais quand les attaquants sont de retour, parfois je comprends moins bien la manière de fonctionner. C'est paradoxal. Est-ce qu'on peut dire, Christian, que Pep Guardiola essaie trop de conceptualiser le football et veut parfois inventer des choses là où c'est pas nécessaire? Non, je pense qu'il y a deux choses à séparer. La première, c'est la compétition. Et la compétition, c'est qui est premier à la fin du championnat. Et là, les objectifs sont remplis parce qu'ils sont champions. La deuxième, c'est, je pense qu'ils veulent mettre, il y a un côté mystique aussi dans le football qu'ils veulent prôner. Et je crois qu'il veut mettre une marque de fabrique qui est quelque chose qui est proche de la perfection. Or, on remarque que si on observe les matchs contre les équipes qui sont plus faibles que eux en termes de budget, en termes d'effectifs, en termes de qualité, on voit qu'il fait un sans faute, puisque contre les 10 derniers, je crois qu'il a seulement un match qui n'est pas gagné. Par contre, si on observe des équipes qui ont des moyens financiers, des équipes qui ont des effectifs plus nourris et avec plus de qualité, on voit qu'il a énormément de difficultés. On l'a vu en finale de la Ligue des Champions, on l'a vu dans les matchs du top 6, vraiment à domicile, où il n'a qu'une victoire, je crois que c'est contre West Ham qui est le 6e à domicile. Tout le reste, il est en difficulté, il perd. Donc à un certain moment, quand ironiquement il a dit oui, on gagne parce qu'on a plus d'argent, eh bien oui, tu gagnes parce que tu as plus d'argent contre ceux qui en ont pas, ceux qui ont des budgets qui est 10 fois moins, 15 fois moins, 5 fois moins. Ne pas gagner, c'est pratiquement une faute professionnelle puisque tu as un effectif extraordinaire. Par contre, quand tu joues contre des équipes qui ont les moyens, c'est là en fait que la qualité de l'entraîneur, la qualité du collectif, la qualité de la mise en place et des modèles de jeu fait que tu es meilleur que les autres. Et pour le moment, il y a beaucoup de situations avec Guardiola à travers les différentes saisons où il
il ne parvient pas à appliquer son modèle contre des équipes qui sont dans la même catégorie que lui. Alors c'est clair que l'arrivée de Ruben Dias, en tout cas, a renforcé cette défense. Autre gros transfert pour renforcer cette ligne défensive qui a posé problème ces dernières saisons depuis le départ de Vincent Kompany. Et puis, comme vous le dites, Christian, on peut dire que Pep Guardiola a ses bêtes noires. Il a perdu 3 fois face à Thomas Tuchel, toutes compétitions confondues en fin de saison. Il n'a pas gagné non plus face à Solskjaer, face à Manchester United. Donc, il y a encore des secteurs où, évidemment, cette équipe peut progresser pour la saison prochaine. C'est très intéressant parce qu'en fait, les entraîneurs demandent toujours de la patience pour mettre des automatismes en place. Il faut construire une équipe, il faut construire un jeu. Or, en 19 matchs ou 21 ou 22 matchs d'un nouvel entraîneur qui est arrivé, qui n'a pas eu le temps de mettre des automatismes en place, qui n'a pas eu le temps de choisir les joueurs qu'il voulait, il parvient à gagner 3 fois contre une équipe qui depuis 5 ans travaille ensemble avec la même philosophie. Et donc, ça renforce encore l'idée que, à un certain moment, ils savent, mais à certains moments, ils savent pas, en fait, c'est tout. Il faut quand même laisser à Guardiola, qu'il a fait de City actuellement, je dirais une équipe comparable au Real Madrid ou à Barcelone, à savoir que, quoi qu'il se passe dans la saison, on peut s'attendre à ce qu'il soit, peut-être pas dans les 2 premiers, mais dans les 3 premiers, pour de très très nombreuses années, avec les moyens qu'ils ont actuellement, je pense. Et que oui, il y a l'argent, bien sûr, mais il y a aussi la capacité à gérer les séries et à gérer tout un championnat, comme le disait Christian. Évidemment que cette équipe peut perdre sur un match comme en finale de la Ligue des Champions, en demi-finale de la Coupe d'Angleterre. C'est toujours possible en football. Mais je pense que sur la durée, plus il y aura de matchs, plus City sera parmi les premiers. Ça paraît un peu inéluctable et c'est peut-être ça aussi que Guardiola met en place dans ce championnat. Il y a peut-être un fantasme qu'on peut avoir pour convaincre absolument tout le monde, c'est de se dire, tiens, mettrait Guardiola à la tête de West Ham, par exemple, et puis on voit. Oui. Mais à l'ordre du jour, hein. Il a prolongé jusqu'en 2020, pas avant 2023. On a un très bon exemple cette saison, c'est Ancelotti à la tête d'Everton. Si on le met pas sur un des 2 premiers d'un championnat, Ancelotti, c'est comme les autres, avec Everton, il a des problèmes, quoi. Aussi, n'oublions pas que, je crois qu'ils ont donné 40 millions pour Nathan Ake. Ça n'allait pas, ils ont donné je sais pas combien, 70 millions pour Ruben Dias, et il a déjà dit, il faut une enveloppe de 200 millions pour acheter Kane et Grealish. Il y a quelque chose qui s'est passé en fin de saison dernière. En m'intéressant à l'équipe d'Espagne, j'ai regardé pourquoi Eric Garcia était le favori du coach espagnol pour l'équipe nationale. Faut se souvenir que sur les 8 ou 9 derniers matchs de la saison dernière, City joue avec Laporte et Garcia comme défenseurs centraux. Et puis Garcia déclare qu'il ne re-signera pas à City. Son contrat s'est arrêté le 1er juin de cette année. Le jour même, on annonçait son arrivée à Barcelone sous contrat avec une clause de 400 millions. Je pense que Guardiola avait pour sa saison 2020-2021 tablé sur le duo Laporte-Garcia. Et donc ils ont acheté Nathan Ake quand ils ont appris que Garcia serait plus là, un peu dans la précipitation. Et puis Dias est venu dans la danse. Il y a des événements aussi qui se passent comme ça dans un club. Je pense que Garcia, il est resté 4 ans à City. Il avait une trajectoire toute trouvée pour être un brillant joueur de Première Ligue. Sauf qu'il a choisi de retourner dans son club formateur. Ça aussi, il faut le gérer. Je vous propose de partir vers la partie rouge maintenant de Manchester United, 2e cette saison. C'est le meilleur classement depuis 2018. C'était Mourinho à l'époque. Par contre, toujours pas de titre gagné depuis 2017. Ça commence à faire long quand même pour Solskjaer parce qu'on est quand même à Manchester United, une équipe il y a un club qui a besoin de gagner des trophées. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, Christian, de cette saison du côté des Red Devils? Avec quand même un élément important, ce n'est que la 4e équipe de l'histoire de la D1 anglaise à avoir terminé la saison invaincue en déplacement. J'ai fait l'observation du modèle offensif sur l'ensemble de la saison 2020-2021 et j'ai comparé la première partie qui était 2020 à la deuxième partie de 2021. Alors on a souvent discuté pendant la saison, et c'était pas que nous, mais il y avait une partie de la presse qui disait on comprend pas très bien avec Solskjaer, on sait pas si c'est bien, si c'est pas bien, s'il y a une mise en place, s'il y a pas de mise en place. Et puis à l'épreuve des faits, ce qu'on peut se poser comme question, c'est de se dire voilà, si on observe le modèle offensif entre les 2 parties de saison. Donc on voit donc sur la partie gauche de l'infographie les 2 chiffres. Donc il y avait 31 buts en 15 matchs et il y avait 42 buts en 23 matchs. Donc proportionnellement, la deuxième partie de saison était déjà moins bonne que la première partie. Et si on observe les modèles, on l'a vu dans la colonne de gauche sur la partie droite de l'infographie,
On a vu en fait que la remontée de Manchester United après avoir touché la 14e place au classement, je crois, c'était son habilité à être fort offensivement dans les 5 domaines. C'est-à-dire le jeu dominant placé, ils avaient marqué 7 buts, 8 buts en jeu dominant rapide, 6 buts en jeu direct, 6 sur phase arrêtée sans penalty et 4 sur penalty. Et là, on avait vu que le danger venait de partout et progressivement, ils ont atteint le sommet du classement. Quand on observe en 2021, sur plus de matchs, donc sur 23 matchs, on observe en fait que le système offensif et l'efficacité a changé complètement. On le voit dans cette grande ligne verte en haut, à côté du chiffre 24. On voit en fait qu'ils ont commencé à s'imposer dans le camp d'adversaire sur des jeux dominants placés. Ils ont marqué beaucoup de buts sur centre. Ils étaient vraiment placés. Ils proposaient des choses dans les 35 derniers mètres. Par contre, puisqu'on le voit dans le jeu rapide, le jeu direct et la phase arrêtée, là, ils ont diminué dans les 3 domaines alternatifs. Et c'est là, en fait, qu'ils ont commencé à régresser progressivement pour laisser la place à Manchester City et être beaucoup moins performants offensivement. Jean-François, quelle est votre impression de cette saison ? Contrasté évidemment pour Manchester United qui en plus a aussi perdu la finale de l'Europa League face à Villarreal. Ça restera une grosse déception. J'aurais une impression sans doute contrastée aussi. Au vu du tableau que Christian vient de nous proposer, ils auraient peut-être mieux fait de garder le modèle de l'attaque rapide. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le vestiaire ou dans la relation entre les joueurs et l'entraîneur. Toujours est-il que j'ai le sentiment que ce n'est jamais un long fleuve tranquille à Manchester United. Il y a eu des petites histoires avec Pogba, et puis partira, puis restera, et puis Cavani partira, puis finalement restera, et puis enfin voilà, un peu tout le temps. Donc je suis un petit peu mitigé sur Manchester, tout en reconnaissant que quand même on les voit malgré tout quand ils traversent une zone un peu de turbulence. Après, quand ça revient calme, ils sont chaque fois un peu plus haut qu'avant. Donc voilà, ça progresse. Et je pense que l'année prochaine, il pourrait être un petit peu plus compétitif encore. Justement, Philippe, est-ce que United peut se contenter d'une 2e place derrière City et peut-être aussi améliorer cette équipe, la faire progresser autour de Bruno Fernandes, qui reste quand même le joueur majeur de la saison? C'est un peu paradoxal, mais comme vous le dites tous, et je pense être d'accord avec ça, il y a du progrès. Maintenant, je pense que la structure de l'équipe n'est pas encore suffisante par rapport à ce que je disais sur City pour être une équipe qui, de manière incontournable, va se retrouver chaque saison dans les 2 premiers. C'est ça qui manque encore. Il faudra avoir cette régularité-là, battre tous les moins bons du championnat, les 10 qui termineront dans les 10 derniers, et à ce moment-là, on est quasiment sûr d'être dans les 2 ou 3 premiers d'un championnat, que ce soit l'Angleterre, l'Espagne ou la France. Mais ça, ils n'ont pas encore. Même s'il y a cette capacité à gagner, à ne pas perdre en déplacement, qui est quand même remarquable sur toute une saison, c'est encore inégal, je trouve. Allez, on passe maintenant à Liverpool, qui est l'équipe qui a réussi le meilleur, ou plutôt la meilleure fin de saison. Ils ont terminé sur 5 victoires consécutives, n'ont pas été battus sur les 10 dernières journées, mais c'était évidemment absolument obligatoire parce que à la mi-mars, ils avaient encore 8 points de retard sur le top 4 et ils finissent finalement, Christian, 3e. C'est, on va dire, la belle histoire de la fin de saison, c'est le champion en titre qui, in extremis, se qualifie pour la Ligue des Champions, mais ça n'a pas été facile. Le moment clé de la saison, c'est toujours ces matchs contre le bottom 6. C'est un bilan qui est très très mauvais. Et on le voit ici en chiffres, puisqu'ils n'ont pris que 50% des points contre les 6 derniers. 18 points sur 36 possibles. Ils n'ont marqué que 5 buts à domicile. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je suis en train de dire là. C'est 5 buts à domicile contre le bottom 6. Donc face aux 6 derniers du championnat, on insiste. Oui, et c'est vraiment un miracle d'avoir pu entamer cette dernière partie de championnat avec autant de victoires. Ils ont notamment gagné justement contre 2 équipes du bottom 6 dans ces derniers matchs, ce qui fait quand même que les chiffres auraient pu être plus mauvais. On voit quand même qu'ils ont perdu 18 points, ils ont marqué 14 buts en 12 matchs, 9 buts encaissés, seulement 3 clean sheets et 4 matchs sans marquer. Voilà. On l'a évoqué avant avec les performances de Manchester City qui n'étaient pas bons contre le top 6 mais qui a réussi tout contre le bottom 10. Eh bien voilà, c'est une chose à résoudre parce que si on se souvient, Serge, la saison passée, ils avaient fait carton plein contre ces équipes du bottom 10 et ça leur a permis d'être champions. Ils avaient pris 33 points sur 36 face au bottom 6.
Donc CQFD, il faut gagner contre les équipes qui ont moins de potentiel. Ça, c'est inévitable. Et alors, il faut pouvoir faire au moins 50 à 60% de performances intéressantes contre les équipes du top. Et ça, c'est la clé du succès pour les prochaines saisons. Alors, ça explique évidemment les difficultés, le fait que Liverpool a dû sprinter vraiment pour terminer 3e. Ça explique aussi, Jean-François, le fait qu'ils n'ont pas pu lutter pour le titre, parce qu'avec 15 points en plus, ils avaient pris les 15 points en plus qu'ils avaient pris la saison dernière face au bottom 6, ils luttaient pour le titre, malgré toutes les péripéties de la saison à Liverpool. Qu'est-ce qu'on a besoin quand on joue face au bottom 6? On a besoin d'avoir d'abord une attaque performante. Or, on a pointé du doigt le secteur défensif en permanence. Dans ces matchs-là, on a souvent vu ce fameux trio offensif qui ne marquait pas, qui était en difficulté. Sadio Mané ne fait pas une super saison. Firmino ne fait pas une super saison. Jota est blessé pendant une bonne partie et donc voilà. Bon, allez, oui, on a eu qui lui a fait une saison voilà très 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 correcte mais très individualiste. Moi, j'ai toujours ce sentiment-là quand je le vois jouer. Mais pour le reste, on a une équipe qui a été en souffrance sur le plan défensif. Or, sur les 10 derniers matchs, dans le sprint final, il finit par faire jouer ceux qu'il n'a jamais voulu faire jouer. Ouais, c'est-à-dire Williams et Phillips, c'était, on va dire, les 5 et 6e choix en tant que défenseurs centraux. Il y a un peu de stabilité, je dirais, globale dans l'équipe. On résout un peu les problèmes de transition parce que c'était plutôt là qu'ils étaient faibles. Transition, je veux dire, possession-perte. Et puis on retrouve un peu d'efficacité offensive. On prie très fort pour que ça aille moins bien chez à Leicester, on en parlera plus tard. Mais voilà, et puis c'est un miracle. C'est à la fois une performance, mais aussi un miracle. Mais c'est intéressant de voir en fait qu'à un certain moment, quand les choses ne vont pas bien, on se plaint des blessés, on se plaint des suspendus, on se plaint des circonstances qui fonctionnent pas. Et puis dans des circonstances plus difficiles en fin de saison, quand ça fonctionne, là il y a personne qui se plaint en fait. Alors que comme dit Serge, c'est le 5e et le 6e choix et que voilà, donc c'est intéressant parce que maintenant, grâce à nos émissions, on voit l'évolution sur 38 semaines. On voit ce qui se passe, on entend ce qu'ils disent, on voit les faits au moment bien précis et on voit le bilan en fin d'année. Et là, on peut vraiment voir cette timeline et dire, bah ouais, il y a des moments ça va pas, il y a des moments ça va, et puis il y a des moments c'est favorable, il y a des moments c'est défavorable. Mais au bout du compte, l'important c'est d'être qualifié pour la Ligue des Champions et ça, ils y sont parvenus, quoi. Donc voilà. Écoutez, il y a aussi nos propres a priori par rapport aux choses, nous journalistes, les gens qui suivent le football, et évidemment que nos avis ont évolué au cours de la saison. Rappelez-vous quand Manchester City prend 2-5 contre Leicester. C'est dans cette période où il n'a pas encore signé son contrat. On se dit, l'époque Guardiola, c'est terminé. En fin de saison, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que cette équipe a été un rouleau compresseur pendant toute la saison? Oui, mais Diaz est arrivé après aussi. Hein. D'accord, d'accord. Il y a toujours des événements. Mais Liverpool, à la fin de la saison dernière, c'était dithyrambique partout. À juste titre. Bien sûr. Et tout le monde trouvait des excuses à Liverpool en disant oui, mais un jour ça va marcher, un jour ça va reprendre, et puis ça reprend jamais. Ils sont 3e, mais c'est un échec par rapport à ce qu'ils faisaient avant ça. Ah, mais moi je trouve, par rapport à ce que Serge vient de dire maintenant, je sais pas si c'est à juste titre. Moi je trouve qu'il y a un excès dans le monde du football, c'est à la fois l'effet médiatique, et ça, Philippe a parfaitement raison d'en parler, mais c'est extraordinaire comme les gens s'enthousiasment pour quelque chose. Non, attendez, Liverpool qui retrouve le titre après 30 ans. Bien sûr. Il y a de quoi être dithyrambique. Évidemment. Merci. Évidemment. Mais je me souviens d'une infographie que Christian nous avait partagée pour parler de Klopp sur sa carrière. Et on avait souligné que dans chacun des clubs où il était passé, après le sommet, il y a eu une chute. Il est redescendu en 2e division avec Mayence. Avec Dortmund, il a gagné le titre et puis c'était terminé. Et là, avec Liverpool, on a peut-être vécu la même chose. On le saura peut-être la saison prochaine ou dans 2 saisons, mais il faut quand même... Là, c'est à l'épreuve des faits, hein, carrément. Cette infographie-là, elle montre quelque chose de très précis. Ok, ben on va enchaîner avec la surprise. Enfin, je sais pas si c'est une surprise, hein, c'est quand même Chelsea, mais l'arrivée de Thomas Tuchel et les performances du manager allemand, on peut dire que c'était vraiment la touche Tuchel. Bien sûr, ils sont 4e parce que Tottenham va gagner en même temps du côté de Leicester. Donc là aussi, il y a eu des circonstances. Mais derrière, il y a eu bien sûr cette victoire en Ligue des Champions. Mais on va rester sur le championnat, Christian, et on va voir que il a réussi quand même des performances étonnantes. Il est arrivé dans une équipe en août et il les a transformés en champion d'Europe. Il y a des entraîneurs qui prônent l'offensive à outrance comme Guardiola et comme Bielsa.
il y a des entraîneurs qui sont aussi successful avec un système et une mise en place défensive comme Tuchel ou comme Simeone avec l'Atlético de Madrid qui est champion en Espagne. Voilà, il a décidé de mettre en place un système défensif, un modèle et une organisation. Ça a été impeccable pendant les 19 matchs. Ils ont juste un faux pas, c'est la défaite 2-5 contre WBA. Sinon, sur 19 matchs, ça aurait été 8 buts encaissés et 11 clean sheets. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Il a réussi à montrer que n'oublions pas que le football a cette particularité, c'est qu'au début du match, on reçoit un point. Avec 0-0, on reçoit un point. On ne doit pas gagner le point. On l'a déjà reçu au début du match. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est soit perdre ce point, soit en gagner 2 de plus. Et donc, il a montré en fait qu'à chaque fois qu'il y a un 0-0, qu'il y a un point supplémentaire, et surtout dans les matchs à élimination directe comme la Ligue des Champions ou comme les coupes, il a réussi à garder le 0 et déterminer une victoire en marquant un petit but. Donc, il faut pas toujours en marquer 5. Un petit but suffit à créer un palmarès. Et alors, il a fait une performance sur ces 19 matchs exceptionnelle défensivement. Moi, je retiendrai quand même qu'il a réussi à battre tous les super managers en encaissant pas le moindre but au moins sur un match. Il y a eu en Angleterre, il y a eu évidemment Guardiola, il y a eu Mourinho, il y a eu Klopp, mais il a aussi battu Zidane, Simeone en encaissant pas au moins dans un match face à eux. Mais par contre, il y a un point intéressant, c'est que si on prend le meilleur buteur en championnat, vous savez qui c'est? C'est Jorginho. Oui. 7 buts, 7 penalties. Donc cette équipe est championne d'Europe et n'a même pas de buteur en championnat. C'est quand même incroyable ça, Jean-François. On peut s'attendre à ce qu'il demande à son président une nouvelle enveloppe pour acheter encore un numéro 9 en plus. Un attaquant pour l'année prochaine. Donc moi, ce qui me frappe sur Tuchel, c'est donc il arrive. Il me semble que le vestiaire de Chelsea est plus facile à gérer que le vestiaire de Paris. Et que donc il peut imposer rapidement ses idées devant une équipe qui est en grande difficulté. Et c'est quand même un constat que de dire ou un constat, ou en tout cas une vérité, je pense, qu'on peut généraliser, c'est que quand les gens sont en difficulté, ils sont plus aptes à écouter ce qu'on va leur dire. Et donc, du coup, ils écoutent et ils appliquent. Et je sais pas ce qu'est un bon ou un mauvais entraîneur. C'est très compliqué à définir exactement, mais il y a une chose... Ça pourrait faire une émission spéciale. Ça pourrait faire une émission spéciale. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que sur le plan individuel et sur le plan collectif, cette équipe s'est bonifiée très rapidement. Quand je vois les prestations de toute fin d'année d'un joueur comme Rudiger qui dans cette défense prend une place absolument incroyable. Quand je vois il a les épaules larges, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, ça. Kanté qui ne jouait pas au départ parce qu'il était blessé, mais le monstre. Non, c'est le joueur de fin de saison. Là, on est d'accord. Voilà, de la fin de saison, et même dans cette entre guillemets difficulté offensive de ne pas avoir un véritable attaquant, trouver malgré tout des solutions pour remporter parfois des rencontres sur un score court, enfin peu importe, ça fait le même nombre de points. Et donc voilà, quelque chose de très rationnel, de très efficace et qui met encore en avant, je crois que Christian en a parlé, je sais plus si c'est dans une émission précédente ou quand on parlait peut-être hors émission, mais souvent en tout cas les entraîneurs demandent du temps. Et ce temps-là, lui, il ne l'avait pas. Et par contre, il a prouvé qu'il ne faut pas 2 ans pour mettre une mise en place défensive. Il l'a réussi en 4 mois et c'est quasiment du jamais vu à ce niveau-là dans le football moderne, Philippe. Il a réussi à faire ce que j'appelle l'Atlético de Londres en très peu de temps. Avec une équipe pas beaucoup, qui est super bonne en défense, qui a des capacités sur les flancs avec son système à 3 défenseurs, qui a ressuscité par exemple Azpilicueta et Marcos Alonso. Maintenant avec un buteur genre Suarez en plus, ça va être une équipe super difficile à arrêter, je pense. Je suis pas sûr qu'on va toujours s'amuser non plus dans les matchs de Chelsea. Je pense qu'en Ligue des Champions, ça n'était quand même pas très amusant, mais le but c'est de gagner le match. Après, que le public soit content ou pas, on s'en fout un petit peu, je dirais. Si on gagne des titres, tout le monde vous le pardonnera. Donc je pense que Chelsea, avec un Tuchel dans ce système-là et des recrutements potentiels qui arrivent, ça va être quand même du solide. Ouais, on rentre dans la période de mercato, donc il va y avoir beaucoup de rumeurs, mais on parle quand même d'une enveloppe de 200 millions de livres, ce qui serait quand même assez confortable pour aller chercher un bon numéro 9.
Ils ont tous la même enveloppe, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir que quelqu'un rajoute un petit peu d'argent dans l'histoire. Bon, mais on enchaîne avec le grand perdant de la course au top 4. C'est l'équipe qui est restée le plus longtemps cette saison dans le top 4 et qui en sort lors de la dernière journée en étant battu à domicile face à Tottenham après avoir mené en plus 2 fois. C'est évidemment Leicester. Leicester, Christian, qui, comme la saison passée, a raté la période la plus importante de la saison, c'est-à-dire les 9 ou 10 derniers matchs. Comme dirait Fred Wassège, est-on surpris? Ben non, on n'est pas surpris avec le bilan des 9 derniers matchs. Entre la saison passée et cette saison ici, ben voilà, ils ont pris 1 point de plus que la saison passée. Je laisse les téléspectateurs pousser sur pause et regarder en détail la partie droite de l'infographie. Ben voilà, c'est la comparaison sur les 9 derniers matchs. Il y a que 3 de clean sheet la saison passée, 1 clean sheet cette année. Ils ont marqué un peu plus avec 15 buts, mais ils ont surtout encaissé 16 buts dans ces 9 derniers matchs. Et ils ont seulement que 3 victoires, c'est-à-dire un tiers, 33% des victoires. Avec un bilan comme ça, sachant que derrière il y a Liverpool qui fait un sans faute, c'était compliqué, mais on n'était pas surpris. On l'avait souvent évoqué dans les émissions du mois de mars et du mois d'avril, que ça allait être très dur au niveau de la dynamique. Bon, ils se sont sauvés grâce à la victoire, un peu aussi tirée par les cheveux en Coupe d'Angleterre, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est mitigé, mais on n'est pas étonné. Mitigé, saison ratée ou saison réussie, parce qu'il y a quand même une victoire en Cup et une qualification en Europa League. C'est pas négligeable. On parle quand même de Leicester. On va dire que c'est la première équipe peut-être après le Big Six, mais ça peut pas être un échec si on gagne la Cup, si on se qualifie pour l'Europa League, Jean-François. Moi, je dirais que cette équipe me laisse un sentiment, c'est ce sentiment d'avoir sur le plan mental cette difficulté de chaque fois se mettre dans le même état d'esprit. Et je pense que ce qu'ils ont pu faire au travers de la Cup, et certes, alors je sais que ça, je vais faire sourire Christian quand je vais dire ça, mais dans la Cup, de par peut-être leur attitude, ils ont provoquer un peu la réussite quand le championnat ne le provoque pas. Et donc, je pense que chez eux, c'est de l'usure, en fait, de l'usure mentale. Les principes restent un peu les mêmes, mais il manque ce petit truc peut-être pour passer au-dessus. Ils ont pourtant eu presque une voie royale, parce que quand ils vont jouer à Manchester, ils jouent contre une équipe B. Quand ils vont gagner à Manchester. Oui. On pensait que c'était la place dans le top 4 assurée, mais ils perdent dans la foulée. Je sais pas, je pense que c'est à force de toujours être là, toujours au taquet, toujours être celui qui doit être super concentré sur le plan défensif pour à un moment donné, boum, pouvoir attaquer, et enfin en tout cas contre les grands. Je pense qu'à un moment donné, je sais pas, enfin je vois pas d'autre explication que le fait que maintenant c'est compliqué. Et cette année et la saison passée, vu les conditions, la 4e place était accessible parce que avec 67 points et 66 points l'année passée, on était dans le top 4. La saison d'avant, il fallait déjà 71 et la saison d'avant, il en fallait 75. Donc on imagine quand même que dans des conditions un peu plus normales que ce qui s'est passé cette saison, notamment avec le nombre de victoires en déplacement, parce qu'il faut quand même savoir que Leicester n'a pas eu de très bonnes performances à domicile puisqu'ils ne sont que 8e au classement, mais par contre ils ont été excellents en déplacement avec 38 points. Ce sont toutes des circonstances qui sont particulières à cette saison, et replacer ça dans un contexte un peu plus normal, je vais dire, ça réduit un peu le bilan et la performance de Leicester cette saison. Christian, juste un mot sur les 3 Belges. On se souvient avec Jean-François la saison passée quand on a fait le Zoom sur Tielemans pendant la première période, pendant ce premier break. On avait vu ce qui manquait, c'était sa force, les tirs de loin, la manière de pouvoir venir de deuxième ligne et d'exploiter une capacité de frappe de loin exceptionnelle. Cette saison, je crois que sur les 6 buts en championnat plus le but en finale de la coupe, il y a quand même 3 sur 7 qui sont des tirs au rectangle et il y a 2 pénaltys aussi, donc on voit qu'il a pu exercer sa force de frappe. Quant à Castagne, ça avait très très bien commencé en termes d'assists et de buts marqués, et puis après c'est un peu diminué. C'est vrai qu'il est il est mis à toutes les sauces. Et Pratt, c'est un peu c'est une saison aussi compliquée par les blessures. Ouais, voilà. Je dirais aussi que moi, je me souviens de 2 matchs que j'ai fait dans les 7 ou 8 derniers qu'a joué Leicester. C'est la défaite face à West Ham, qui était un match à ne pas perdre,
où ils sont menés 3-0, ils se mettent à jouer à 20 minutes de la fin, ils reviennent à 3-2, ils auraient même pu égaliser, mais c'est trop tard. Et alors surtout, la défaite à domicile contre Newcastle, où ils sont menés 0-4, alors que là, ils sont dans une série où ils doivent absolument gagner des matchs. S'ils gagnent ces 2 matchs-là, Liverpool ne revient jamais sur eux. Ils pouvaient perdre contre Chelsea, c'était pas le problème, mais ces matchs-là, il faut les gagner. Et je reviens à ce que je disais sur City, c'est une équipe qui gagne les matchs qu'il faut gagner. Leicester, non. Et s'ils gagnent la finale de Coupe d'Angleterre, il faut quand même pas oublier que c'est avec un hors-jeu de 3 mm pour un but annulé et 2 arrêts exceptionnels de Schmeichel qui sauvent la mise aussi. Tant mieux pour eux, ça c'est le foot aussi. Mais je pense que Leicester n'est pas au niveau ni de Liverpool ni des 2 Manchester pour assurer une saison cohérente et sortir du top 4 2 fois de suite de la même manière. Ça c'est un signe qui est très négatif, je pense, et il faut trouver des solutions. En tout cas, Leicester est au-dessus de Tottenham et d'Arsenal, dont on aurait pu vous parler, mais on a plutôt choisi Arsenal et Tottenham, on va dire que c'est dans les flops. On va plutôt vous parler de l'équipe qui a été la bonne surprise de la saison, une équipe qui a apporté une véritable bouffée de fraîcheur. On parle de West Ham, Christian. Au-delà des points et du résultat final et de cette qualification pour l'Europa League, ça c'est évidemment une performance exceptionnelle pour cette équipe. On l'avait pas pointé dans les outsiders, on avait parlé surtout de Southampton et d'Everton, et bien c'est West Ham qui est venu. C'est une équipe qui a lutté pour le maintien la saison dernière, et puis qui cette saison lutte pour l'Europe. Donc il y avait une grande différence, effectivement. Mais au-delà des points et du classement final avec les circonstances qu'on connaît, c'est surtout les performances offensives. C'est une équipe qui a des moyens limités comparés aux autres écuries du haut du classement, mais ils ont réussi à être très très dominants dans le jeu placé. Ils ont réussi à utiliser les centres, ils ont utilisé le jeu de tête, ils ont utilisé les phases arrêtées, notamment avec, comme on peut le voir sur l'infographie, 10 buts sur corner. Donc c'est pas une équipe qui a toujours attendu, c'est une équipe qui est allée se déposer dans les 35-40 derniers mètres. Et ça, c'est vraiment en termes de philosophie de jeu. Alors, je rappelle simplement, on l'avait dit que la bonne série et le déclic avait commencé quand Moyes était malade et que c'était son adjoint qui avait pris le relais sur le banc. Mais depuis lors, ils ont gardé cette même structure de jeu. Alors, on avait dit aussi dans les émissions que ça serait un peu juste parce qu'il n'y avait pas d'alternative, et aussi surtout, c'est cette période où ils ont marqué énormément mais encaissé aussi énormément, avec toute une série, je crois 4 matchs de suite où ils marquent 3 fois, mais ils ne gagnent que 2 fois dans ces 4 matchs. C'était un peu trop juste pour terminer dans le top 4, mais franchement, chapeau pour avoir osé développer une philosophie de jeu comme ça, avec les moyens qu'il avait, et c'est vraiment la bonne surprise de la saison. Ouais, chapeau à David Moyes, qui, par la même occasion, revient en premier plan après quand même pas mal de saisons compliquées. Je retiendrai aussi, notamment que West Ham a réussi une bonne saison à domicile, C'est vraiment une saison de contraste pour eux, là où chaque équipe avait des difficultés à domicile. C'est peut-être parce qu'il n'y avait pas de public, et on sait qu'au London Stadium, le stade maintenant depuis 4-5 ans, le public était pas toujours content. Donc sans public, Jean-François, il y a des équipes qui ont été meilleures cette saison. Il y a le retour au premier plan de Moyes, ou en tout cas cet esprit-là. On se souvient que quand il entraînait Fellaini, il l'envoyait souvent dans les 16 mètres en disant on va mettre un ballon dans les 16 mètres. Donc ça reste quand même sa philosophie, à un moment donné, de donner des centres et avoir des gars qui savent mettre la tête. On verra avec eux si c'est un feu de paille ou si l'année prochaine ils seront encore là et encore présents, et ça reste une grande inconnue. Et puis ça me fait dire aussi que il y a des bons entraîneurs de plus petits clubs. Donc, c'est un bon entraîneur de plus petits clubs qui a échoué lorsqu'il a été au plus haut niveau. Parce qu'au plus haut niveau, ça reste la même chose, au niveau des du processus d'entraînement. Mais par contre, c'est pas la même chose dans le rapport aux joueurs, le rapport au vestiaire. Et donc, je pense qu'ici, il est à la bonne place. Et puis, il y a la politique sportive. On parlait de centaines de millions de livres pour les grands clubs, pour les clubs du Big Six. À West Ham, on a vu Koufal, on a vu Souček, Dawson qui est venu quasiment de nulle part, et qui fait une très bonne saison. Il y a Bowen qui est arrivé la saison dernière de Championship, Lingard qu'ils ont été recherchés, il avait plus joué depuis des mois et des mois. Donc au niveau de la politique sportive, ils ont prouvé qu'on n'est pas obligé de mettre des centaines de millions pour avoir de bons transferts aussi, Philippe. Je trouve que West Ham c'est devenu l'équipe des bons choix.
c'est que sans mettre des fortunes, ils ont été chercher les 2 joueurs tchèques que vous citez, qui sont vraiment excellents. Souček, on l'avait déjà vu une demi-saison la saison dernière, mais il a encore augmenté le volume de jeu, ses qualités, on le voyait même pas comme un joueur aussi offensif en fait. Et... Souček de cette année, c'est Fellaini du passé, hein. C'est le même rôle. Et donc ça permet à une équipe aussi de bien intégrer des joueurs qui ne sont pas des superstars. Sans doute que pour le groupe c'est plus facile à gérer, c'est la réussite de Moyes, il faut lui laisser ça, et lui aussi ça a été un bon choix. Alors peut-être on se dit depuis des années quand est-ce que pour les Gossets ça va être le bon choix, il est là, alors on attend avec impatience les choix qu'ils vont faire cet été, et peut-être qu'ils seront dans le top 4 l'année prochaine. Et n'oublions pas, 16 buts marqués sur phase arrêtée sans penalty. On l'a souvent évoqué que la phase arrêtée, tout le monde est égal dans ce domaine-là. C'est le seul domaine dans lequel on peut réellement prendre beaucoup de points. Et avec 16 buts, donc 19 en tout avec penalty, 10 corners, 6 coups francs indirects, avec les pieds gauches de Bowen et Cresswell. Ouais, c'est des petites choses, mais ça détermine beaucoup. Allez, pour terminer, on va parler des descendants, évidemment. Il y a Fulham, il y a West Brom, accompagné par Sheffield United, et il y a 3 clubs qui les remplacent. Il y a Norwich qui n'a pas beaucoup changé avec le même entraîneur Daniel Farr qui a été champion. Il y a Watford qui monte aussi, qui remonte un an après être descendu à Championship. Et puis le petit nouveau, c'est Brentford. C'est la 50e équipe, le 50e club qui va jouer en Première Ligue, la Première Ligue la saison prochaine. C'est donc une première pour ce club de la grande banlieue londonienne. Et c'est un club très intéressant avec notamment Christian, un attaquant qui a fait fureur cette saison. Il joue en D3 il y a un an à Peterborough, acheté donc par Brentford pour 5 millions de livres. Là encore, il y a une vraie politique sportive et un choix sportif. Il a marqué 31 buts, je crois, en saison régulière et encore 2 dans les playoffs. Et donc, Brentford, qui a battu Swansea en finale des playoffs, va donc monter en Première Ligue. Ça fait 5 ans que Vision du Jeu fait l'année de la Championship et c'est vraiment très particulier. C'est très intéressant de voir, comme on l'avait évoqué aussi dans d'autres émissions, le fait d'aller faire son apprentissage dans une ligue très très difficile avec 46 matchs de championnat sur une saison, avec vraiment c'est une vraie bagarre de rue là-bas, avec des duels, avec une intensité très élevée, et c'est un super apprentissage pour ces jeunes joueurs. Et là on le voit ici, on avait Ollie Watkins qui est sorti, il y a Tammy Abraham qui est sorti de là, il y a Pukki maintenant qui est encore le meilleur buteur de Norwich et qui va remonter avec eux. Et voilà, il y a Ivan Toney cette saison. Voilà, c'est 33 buts marqués, il y a 11 buts quand même sur penalty. C'est quand même sur 46 matchs plus les 2 de playoffs, c'est quand même 48 matchs, donc il faut un peu relativiser les chiffres. C'est un record néanmoins. Il a 10 passes décisives, donc c'est très intéressant pour un attaquant aussi d'être productif et de faire marquer les autres, comme disait Jean-François, à l'instar d'Harry Kane. Et alors il est capable d'être performant dans tous les domaines. Bon, fatalement, quand on marque 33 goals, fatalement, ça se partage dans tous les domaines, mais il a fait partie d'une équipe du haut de classement, donc il a 30% de ses buts sur le jeu dominant placé, ce qui est tout à fait normal, mais il a 3 buts sur jeu rapide, 5 sur jeu direct, 4 sur phase arrêtée sans penalty et 11 penalty, donc c'est quelqu'un qui est prêt pour la pression, c'est quelqu'un qui est prêt à assumer le poids d'un attaquant de haut niveau, et surtout, il est dans une équipe qui a une structure bien spéciale, parce que ça fait plusieurs années, le propriétaire, je crois que c'est un ancien gambler qui a fait fortune dans le betting et qui utilise énormément les data. Un champion des algorithmes. Ils ont je crois que c'est Nordjylland ou Midtjylland au Danemark, qui est une équipe satellite qui applique la même chose. Par exemple, Midtjylland, ils ont marqué 40% de leurs buts sur les 2 dernières saisons sur phase arrêtée. Donc il y a beaucoup de data qui rentrent dans la prospection et dans l'application du jeu. Et je pense que Brentford pourra être un nouveau souffle dans cette Champions League l'année prochaine avec de bons joueurs. Dans cette Première Ligue l'année prochaine. Alors un petit mot quand même sur Brentford. Ils avaient échoué 9 fois avant cette année, depuis 30 ans, dans les playoffs pour monter en Première Ligue. Donc la malédiction est terminée pour Brentford. Et puis Jean-François, ce joueur Ivan Toney a quand même un profil qui est plutôt intéressant, et ça pourrait être une des attractions la saison prochaine. Ça veut dire sans doute qu'il y a une partie de ce système-là de data pour chercher des joueurs, etc., qui fonctionne bien. Bonne nouvelle. On est dans l'ère un petit peu des data, des modèles mathématiques et autres. Donc ça, on sait. Ça fait pas tout non plus. Donc l'année prochaine, il faudra maintenant venir prouver un cran plus haut et un niveau plus haut. Maintenant, c'est difficile de s'extraire de cette division Championship. Il y a
il y a un nombre de matchs invraisemblable, il joue plus de 40. Il y a 24 équipes, il y a 46 matchs, plus encore 3 en play-off si on veut aller au bout des playoffs. C'est vraiment un championnat difficile, championnat de qualité, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont prêtés par des équipes de première ligue et qui sont plus jeunes et qui vont devoir faire un petit peu leur apprentissage là-bas. J'avoue humblement que de Brentford, je ne sais qu'une chose, c'est que c'est une équipe qui en effet en interne est très structurée. Ça, c'est pour en avoir discuté déjà avec pas mal de gens qui travaillent sur le marché anglais ou d'autres choses, et ils me parlent souvent de cette équipe-là. Oui, c'est une équipe qui a évolué avec un nouveau stade aussi depuis un an. Il y a un vrai projet de développement. Il y a un vrai projet de développement, donc j'ose croire que ce vrai projet de développement a prévu l'intégration l'année prochaine de la première ligue. Je les vois, pour eux déjà, ce serait formidable de se maintenir déjà la saison prochaine. Norwich, Watford, Brentford en plus, Philippe, ça nous fait rêver pour la saison prochaine parce que la première ligue sera encore sur Vous Sport World la saison prochaine. Oui, bien sûr, mais surtout je voulais dire que, moi, de temps en temps, je regarde des matchs de Championship. Je vous ai regardé aussi, je pense, les demi-finales et la finale de ces playoffs. Ce qui est frappant, on se l'est dit un jour, c'est l'intensité incroyable qu'il y a pendant 90 minutes. Alors on sait bien qu'en première ligue il y a de l'intensité aussi, mais à un moment donné, c'est pas la même chose. Là, ils sont à fond dans tous les duels, tout le temps. Et ce qui m'a frappé cette saison, c'est que finalement les 3 montants, celui qui a réussi, on n'en a pas parlé aujourd'hui, c'est Leeds, mais qui est resté avec cette idée-là, et qui est resté avec son buteur Patrick Bamford, et qui est resté avec cette énergie constante qu'ils ont mis dans les matchs. Évidemment, ils ont pris des... Ils terminent dans le top 10, alors que les autres sont descendus. Ils ont pris 6 buts dans certains matchs, et on s'était dit, ouais, ça va craquer à un moment, ça tiendra pas. Mais les autres, ils ont fait quoi? West Brom et Fulham, ils ont essayé de jouer du beau jeu. Alors que je suis sûr que la saison dernière, ils jouaient avec cette intensité constante dans les rencontres. Et là, à ce jeu-là, contre des équipes de première ligue, on perd souvent, et souvent avec des déboires et des regrets, parce qu'on se dit, ouais, on est passé tout près, on a manqué les occasions. Mais si on vient avec la mentalité de Leeds en première ligue, on a une chance de s'en tirer. Et je pense que si ces 3-là retiennent cette leçon-là, ils ont une chance de s'en tirer. Notre collègue Bruno Taverne a dit un jour dans un match qu'il avait commenté en Championship, et il a dit, c'est un championnat où les joueurs voient plus les stats de l'adversaire que le ballon. Donc ça résume tout. Quand on parvient à s'en sortir dans cette division-là, on a des armes pour aller plus haut. Bon, on a fait déjà finalement la liaison entre cette saison qui vient de se terminer, la prochaine en première ligue qui débutera à la mi-août. Alors je pense qu'on a passé de très bons moments ensemble. Merci Philippe, merci Christian, merci Jean-François. C'était une bonne expérience sur les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous pour la saison prochaine sous une autre formule peut-être, mais on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances avant de se retrouver au mois d'août. Merci à tous. Merci aussi pour votre fidélité et à très bientôt. Bye bye.